président Ibeka, officiellement vainqueur de l'élection au Mali, a tendu la main à l'opposition. Il démarre son second mandat début septembre dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste. La dernière épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 55 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement y a décrété la gratuité des soins pendant 3 mois. Enfin, le prochain Tour du Faso se tiendra du 26 octobre au 4 novembre prochain. Le trajet de la 31e édition du Tour a été présenté à Ouagadougou. Les images assurent dans ce journal. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue. On ouvre ce journal par un point de la situation au Mali où le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement vainqueur de l'élection présidentielle, a tendu la main à l'opposition pour son deuxième mandat à partir de septembre. Et ce, dans un pays toujours confronté à la menace djihadiste, malgré 5 années d'intervention militaire internationale. Les détails. Ibrahim Boubacar Keïta, 73 ans, a obtenu 67,16% des suffrages au second tour le 12 août pour 32,84% à Soumaïla Cissé. Un ancien ministre des Finances de 68 ans a annoncé la présidente de la Cour constitutionnelle en ne retranchant qu'un centième au score du président sortant annoncé par le ministère de l'administration territoriale jeudi dernier. Je servirai le Mali selon les principes républicains, a affirmé le président Keïta dans sa première déclaration après la confirmation de sa victoire. Le niveau de participation à cette élection, qui aurait pu être meilleur, nous interpelle tous. Il doit amener, de notre part, acteurs politiques et sociétés civiles, à une réflexion profonde sur l'évolution de nos institutions et de nos pratiques pour améliorer notre système démocratique. À mon jeune frère, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition dite républicaine, je voudrais tendre la main. Après la bataille électorale, il y a des retrouvailles. Car pour bâtir un avenir de tous les possibles, le Mali doit pouvoir compter sur toutes ses filles et tous ses fils. Chacun aura sa place. Avec ses 41,70% des suffrages récoltés au premier tour, il disposait d'une confortable avance sur Soumaïla Cissé, 17,78% lors d'un second tour qui n'a pas passionné la population, le taux de participation n'ayant été que de 34,42% au second tour selon la Cour. Soumaïla Cissé, qui à la présidentielle de 2013 avait rapidement reconnu sa défaite face à Ibeka, avait cette fois rejeté catégoriquement les résultats provisoires. Selon ses calculs, il a remporté cette élection avec 51,75% des suffrages. Et c'est un sale temps pour les militants de l'URD à Abidjan. À la veille de la célébration de la Tabaski, ils sont tiraillés par la proclamation des résultats du second tour de la présidentielle au Mali. Pour eux, il fallait restaurer l'espoir autour de Soumaïla Cissé ou périr avec Ibrahim Boubacar Keïta, une option qu'ils refusent d'accepter. Dans la rue à Abidjan, ils demandent aux autorités maliennes de faire triompher la vérité du verdict des urnes. Chris Paterne à Sémian. À la veille de la célébration de l'Aïd El-Kébi à Abidjan, les partisans du candidat Soumaïla Cissé, donné perdant au second tour face à Ibrahim Boubacar Keïta, continuent de ruminer leur colère. Pour eux, partant du simple principe du rapport rédigé par les commissaires de l'Union européenne et faisant mention d'irrégularités constatées à l'issue de ce second tour, il serait donc constaté comme une atteinte à la démocratie de légitimer un président élu sur la base d'irrégularités. Et suite à l'appel de leur mentor, les partisans de l'URD vivant à Abidjan ont battu le macadam. Animés d'une farouche détermination, ils espèrent tourner les événements qui se déroulent à Bamako en leur faveur.
Ce qui se passe au Mali, c'est la dictature. Ce n'est pas de la démocratie et nous ne voulons pas. Nous, les Maliens de Côte d'Ivoire, on ne veut pas. On ne veut pas ce qui se passe au Mali. Que Ibeka a perdu ses élections, qu'il reconnaît qu'il a perdu les élections, qu'il fasse comme la même chose que le président Soumaïla Cissé a fait en 2013. Il allait chez lui en domicile pour lui dire que j'ai perdu. Tu as gagné mon frère, on est des frères, on est de la même famille, c'est le Mali qui gagne. On a assisté à tout, sauf à une élection inclusive, transparente et démocratique. Oui. Comme le dit notre candidat et comme le dit le directoire de campagne au Mali, nous avons les preuves de ce que cette élection a été une parodie d'élection. Jeunes, femmes et enfants refusent de faire du Soumaïla Cissé le mouton de sacrifice du Mali qui célèbre la Tabaski. De toute évidence, le mouton sera sacrifié à la Tabaski. Et Abidjan lance ses vertus à restaurer l'espoir pour une cause dont l'issue semble incertaine. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le conflit dans les régions anglophones au Cameroun, au centre de la prochaine présidentielle. Joshua Ozzie, candidat du principal parti d'opposition à la présidentielle d'octobre, soutient que le président camerounais Paul Biya est le seul responsable du conflit dans les régions anglophones de son pays. Images et son. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, dont Joshua Ozzie est originaire, sont en proie depuis fin 2016 à une crise politique qui a dégénéré fin 2017 en un conflit entre forces armées et séparatistes anglophones. L'ombre de ce conflit plane sur l'organisation en zone anglophone de l'élection présidentielle du 7 octobre, à laquelle Ozzie et 7 autres candidats affronteront Paul Biya, qui se représente après 35 ans au pouvoir. Nous avons un problème avec le système, et ce système a fait en sorte que nous n'avons pas de solution politique simple à des problèmes simples. Et on a un président qui ne comprend rien à ce qui se passe au Cameroun. Ce que je dis et que je dénonce, c'est qu'il y a une responsabilité politique qui est de loin supérieure à la responsabilité des simples militaires. Si le président de la République, ministre de la Défense, commandant-chef des forces armées, envoie ses troupes tirer sur les Camerounais, c'est lui le seul responsable. Le 7 octobre, les Camerounais ont la responsabilité d'élire si ils veulent véritablement arrêter la crise qui secoue le sud-ouest et le nord-ouest, d'élire quelqu'un qui comprend cette crise-là et qui a une solution qu'on ne cache pas, qu'on a depuis le 26 mai 1990, le fédéralisme. Contrairement à d'autres candidats, Joshua Ozzie se dit contre une enquête sur les accusations d'exactions qui auraient été commises par l'armée dans les régions anglophones. Il juge la crise anglophone très importante et selon lui, les Camerounais attendent des réponses claires, simples et audacieuses pour en sortir. Au Zimbabwe est prévue l'audience de la Cour constitutionnelle au sujet du recours de l'opposition qui conteste le résultat de l'élection présidentielle du 30 juillet. Le leader de l'opposition au Zimbabwe a tenu une conférence de presse à cet effet. Plus de précisions à travers cet élément. La Cour constitutionnelle va tenir mercredi une audience au sujet du recours de l'opposition qui conteste le résultat de l'élection présidentielle du 30 juillet remporté par le président sortant Emmerson Mnangagwa. Arrivé au pouvoir en novembre, il a dû repousser son investiture en raison du recours de l'opposition. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher après le dépôt du recours de l'opposition déposé le 10 août. L'opposition estime qu'il y a une fraude, assurant que c'est Chamisa qui a été élu. Les membres du ZANU-PF savent qu'ils ont tout construit sur les fondements de la tromperie et des mensonges. Ils ne gagneront pas une élection dans ce pays. Le procès auquel nous assistons, c'est celui de la démocratie, le procès des élections libres et équitables, le procès d'un vrai plébiscite, et c'est pourquoi nous sommes très heureux d'avoir constitué et construit ensemble une équipe d'experts juridiques expérimentés et approuvés. Je comprends parfaitement l'inquiétude de la nation au sujet du recours constitutionnel à venir après la subversion de la volonté du peuple par la ZEC, avec l'aide de certains voyous qui sont parmi nous.
La ZANU-PF a déposé un contre-recours et le président Emmerson Mnangagwa a répété à plusieurs reprises que le scrutin a été libre, équitable, transparent et crédible. Le scrutin, le premier depuis la chute de Robert Mugabe, resté 37 ans au pouvoir, a été remporté dès le premier tour par Mnangagwa avec 50,8% devant le leader du MDC, Nelson Chamisa, 44,3%. Je l'annonçais en titre, la dernière épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 55 morts dans l'est de la République démocratique du Congo, où le gouvernement a décrété la gratuité des soins pendant 3 mois. L'annonce a été faite ce lundi par les autorités. Les détails à travers cet élément. 5 nouveaux décès ont été enregistrés à Mambalako, Magina, près de Beni, l'épicentre de l'épidémie qui touche la province du Nord Kivu, selon le dernier bulletin épidémiologique du ministère de la Santé publié lundi soir. Au total, 96 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 69 confirmés et 27 probables, précise la Direction générale de la lutte contre la maladie. Le ministère de la Santé a décrété la gratuité des soins dans les 3 zones de santé les plus impactées par l'épidémie, à savoir Mabalako, Oicha et Beni, indique son bulletin quotidien sur le suivi de l'épidémie. Il s'agit de briser la barrière financière qui pourrait empêcher la population de se rendre au centre de santé, a précisé le docteur Baté Ndjoloko Tamboué, responsable de la coordination de la riposte. Le revenu moyen des quelques 80 millions de Congolais est estimé à 1,25 $ par jour. La Direction générale de lutte contre la maladie avait revu à la baisse le nombre de contacts avec le virus suivi par les médecins de 2157 à 1609 après investigation des épidémiologistes. Pour rappel, l'épidémie a été déclarée le 1er août à Manjina, dans la province du Nord Kivu. Une vaccination ciblée est utilisée, comme lors de la dernière épidémie qui a touché la province de l'Équateur, dans le nord-ouest du pays, et dont la fin a été annoncée le 24 juillet. Depuis le début de la vaccination le 8 août 2018, 1273 personnes ont été vaccinées, précise lundi le ministère de la Santé. On parle sport dans ce journal. Le prochain tour du Faso se tiendra du 26 octobre au 4 novembre prochain. Pendant 10 jours, les cyclistes de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe vont parcourir les routes de 8 régions du Burkina avec une incursion à Bolgatanga au Ghana. Le trajet de la 31e édition du Tour du Faso 2018 a été présenté à Ouagadougou en présence de notre correspondant sur place, Claude Romba. Le Tour du Faso va prendre un peu plus d'envergure continentale et internationale cette année avec plusieurs innovations. La principale se retrouve dès la 2e étape, Manga-Bolgatanga au Ghana. D'un pays frère, un pays de la CEDEAO qu'est le Ghana. Et aussi, nous avons décidé donc d'initier la course contre la montre par équipe, qui est l'une des épreuves en tout cas qui caractérise les tours donc d'un certain renom. Et comme nous avons pour objectif donc de passer à la catégorie supérieure, on doit donc cesser à ces exercices-là pour que quand ce sera une réalité, l'organisation soit plus facile pour nous. La deuxième innovation est le retour de l'épreuve de la course contre la montre par équipe sur la 6e étape Sabou-Koudougou, longue de seulement 31 km. Cette année, l'année passée c'était 3. Il y aura 3 équipes évidemment qui vont y prendre part. Et aujourd'hui, la préparation a consisté surtout à participer aux courses internationales, là où la fédération a validé, accompagnée par le ministère des Sports et des Loisirs. Nous avons pu participer à des grands tours tels que Amissa Bongo, ensuite Cameroun au U23 et au niveau du RDC, et Togo, Bénin, Mali. Ce sont au total 8 régions sur les 13 qui seront traversées par la caravane. La distance totale de course est de 1190 km 900. Et voilà qui met un terme à ce journal que nous remercions d'avoir suivi. Merci de nous rester fidèles et très bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane.